La colonisation nous a coûté. C'est vrai. Il y avait l'économie de traite. C'est la même économie de traite qui continue. Ce n'est plus par ceux qui nous colonisaient, mais c'est par nous-mêmes. On a continué allègrement l'économie de traite. Puis on ne transforme pas. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Qui est le premier producteur de cacao au monde? C'est pas la Côte d'Ivoire? Mais qui est le premier producteur de chocolat? La Suisse. Comment on peut être premier producteur de cacao et ne pas être premier producteur de chocolat? Ça, c'est encore un autre problème. C'est le problème donc, de l'agro-industrie que j'ai cité tout de suite. Pire que ça, prenez Madagascar, la vanille. C'était le seul pays qui produisait toute la vanille du monde. Avant que l'Indonésie ne vienne. L'Indonésie, ils ont pris le Madagascar. Ils sont partis, ils sont testés, ça a marché. Madagascar qui était à 100% est aujourd'hui à 75%. Et l'Indonésie à 25%. Les deux se partagent le marché mondial. Il n'y a pas un troisième pays. À qui Madagascar a vendu ses produits? 3 pays. Les États-Unis, la France et l'Allemagne. Qui transforment cette vanille naturelle en produit fini et qui occupe 80% du marché mondial des produits finis. La faute, c'est ces pays ou c'est nous? L'argent n'est pas le problème. L'argent n'a pas de couleur, on l'a dit. C'est pas pour... D'ailleurs, les gens ne savent pas dans quel contexte cela a été dit. Je ne veux pas revenir à l'histoire de Rome. Mais quand celui à qui vous empruntez sait que l'affaire que vous développez sera rentable, il va vous prêter. L'argent n'est pas le problème. Il y a des places financières qui sont en surliquidité dans le monde. Mais il faut avoir la méthode, la technique pour pénétrer ces marchés-là. Ce qui est valable pour l'agriculture est valable d'ailleurs pour la bauxite, pour l'or, pour le diamant. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours seulement, j'ai su que le Mali vient d'avoir sa première usine, sa première raffinerie d'or, avec tout l'or que l'Empire du Manding a eu. L'homme le plus riche de la terre, Kankou Moussa, ou Mansa Moussa. Bon. Bon, si tu es son petit-fils, ton père a plus de gloire, ton arrière-grand-père a plus de gloire que toi. Il a impressionné le monde par l'or qu'il a eu. C'est l'homme qui est considéré aujourd'hui comme l'homme le plus riche de tous les temps. Allez sur les moteurs de recherche. Bill Gates n'arrive pas à son talent. Warren Buffett n'arrive pas à son talent. Et Carlos et tout ce que vous voulez n'arrive pas à son talent. Mais comment on peut avoir été à ce point? Et il n'y a que quelques mois que le Mali a eu sa première raffinerie d'or. Je vous le dis parce que c'est la même chose dans l'agriculture. La Guinée a la bauxite. Les 2 tiers des réserves mondiales. 2 tiers des réserves mondiales. C'est à peu près 7 milliards et demi de tonnes. Mais la seule usine de transformation de cette bauxite en alumine qui a été édifiée par Péchiné dans les années 60 n'existe plus. Les prix sont fixés, les prix de la bauxite sont fixés ailleurs, pas dans le pays qui a la plus grande réserve. Quand quelqu'un achetait de l'or en Afrique, le débat entre acheteurs et vendeurs, c'était, le vendeur disait, ah, je ne peux payer que quand j'ai transporté l'or, soit à Paris, soit à Bruxelles, soit à, je ne sais pas, à Dubaï, pour aller d'abord tester
raffiner, voir ce que ça coûte. Il y a des vendeurs africains qui se sont laissés avoir parce que le doute n'est pas permis. Mais cela, on le faisait parce qu'on n'a pas de raffinerie. Le diamant, on vit dans la même situation. Et tous ces produits qu'on a, je vous ai parlé de la vanille, c'est ça la réalité. Jusqu'à présent, ça n'est pas transformé en Madagascar. Avec tout ce qu'il y a comme instabilité politique là-bas, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Puisqu'il n'y a pas d'effort pour escalader le mur et aller jusqu'au sommet. Enfin, quand les agriculteurs produisent, ils doivent acheminer. Il faut acheminer le produit quelque part. Et si les routes ne sont pas bonnes, l'état défectueux des routes fait partie des défis de l'agriculture. Je n'ai même pas besoin de trop commenter. J'ai été dans des endroits en Afrique où, je vous assure, il y avait des nids d'éléphants. Vous entrez là-dedans, vous ne voyez même plus le ciel. Sur une route. Comment voulez-vous que les produits qui sont extraits des sols et sous-sols puissent être acheminés à bon port? Les infrastructures nous font défaut. Il faut y travailler. Il y a ce que j'ai observé de très près au sein de la CEDEAO, la multiplicité des barrages intra- et inter-États. Dans le même pays, quand un agriculteur quitte le sud pour aller vers le nord, combien de barrages il rencontre? À la CEDEAO, je donne souvent cet exemple, je me suis mis dans la peau d'un simple fonctionnaire, en voyageant ni avec escorte ni rien, j'étais avec mes techniciens, on a identifié une productrice d'oignons du Niger qui devait voyager pour aller faire écouler ses produits sur le marché ivoirien. Il faut traverser le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana avant d'être en Côte d'Ivoire. C'était une camionnette remplie de noms. On suivait le convoi sans qu'ils ne le sachent. On les a arrêtés 150 fois. Partout, c'était l'équivalent de 10 $. Ils payaient soit en Naira, soit en CEDI, soit en francs CFA. Arrivés en Côte d'Ivoire, les gens étaient toujours là parce qu'on les tenait vraiment pour ouvrir nos yeux sur les réalités. Ce tonneau produit au Niger coûtait 10 fois plus cher que l'oignon importé de Hollande sur le marché ivoirien. Comment est-ce possible? Prenez le temps, la différence. Le parcours. Le Niger, c'est l'autre porte. Mais même si on avait importé, disons, du Japon, ça allait coûter moins cher. Parce que c'est une sorte de raquette qui est appliquée. D'abord, à chaque barrage, les barrages qui sont légaux, donc définis par les lois des États, vous aviez la gendarmerie, la police, la douane, les services sanitaires. Ils ont créé des brigades sanitaires, de telle brigade, et chacun venait pour rançonner. Ce sont des comportements qu'il faut bannir. Entre ses mains, Abuja
et Sémé, qui est la frontière entre le Nigeria et le Bénin, j'ai une fois compté, il y avait 32 barrages de ce type. Je me suis révolté, je suis allé voir les deux chefs d'État, le président Kérékou, qui était alors le président du Bénin, et je crois le président Obasanjo, qui était déjà en place. Je leur ai dit la vérité. Ils me disent comment faire. J'ai dit comment faire. Le pouvoir du chef est mystique en Afrique. Vous devez vous déplacer, vous tous les deux, pour aller démanteler les barrages. Je dis, moi je ne le peux pas. Tu le fais, ça renaît. Ils l'ont fait. De 32 barrages, on est venu à 2. Pays voisins. Et moi qui avais ma couturière boubou africain au Bénin, quelques mois après, elle est venue, elle venait se déplacer, elle venait à Abuja pour me vendre les boubous. Elle me donne, bien cousu, elle me donne à moitié prix. Le prix habituel que j'avais l'habitude de payer. Je dis, ah non, ça veut dire que la qualité est mauvaise. Elle me dit, non, monsieur le secrétaire exécutif, ce n'est pas la qualité qui est mauvaise. Mais j'ajoutais sur les prix tout ce qu'on payait dans les barrages. Je ne sais pas qui, il paraît que le président du Nigeria et le président du Bénin sont venus démanteler les barrages illégaux. C'est grâce à ça que vous avez le meilleur prix. Sans quoi c'est la même qualité. Cette qualité d'ailleurs est meilleure aux précédentes. Je l'ai vécu. Je ne vous parle pas de tout ce qu'on trouve sur les moteurs, le truc. Je vous parle de ce que j'ai vécu personnellement, au hasard de mon parcours. Quand tout de suite le monsieur Ndiaye m'interviewait, il a parlé de pourrissement des fruits. Vous n'avez parlé que d'un pourrissement, c'était sur les routes qu'on jette. Depuis l'arbre d'abord, ça pourrit. Depuis l'arbre. Il y a certains de nos fruits qui restent à l'arbre et qui sont pourris par une mauvaise programmation de la cueillette. On attend que la période passe, ça pourrit. Quand on vient pour cueillir, on ne peut plus rien en faire. Certains pourris se tombent, on ne peut plus rien en faire. Le peu qui reste, vous prenez des routes impossibles. Avant d'arriver, votre production s'est rétrécie comme peau de chaleur. C'est une réalité. Le manque d'industrialisation, j'en ai parlé. Tant qu'on n'industrialise pas, tant qu'on ne crée pas l'agro-industrie. Je vais vous dire, j'ai été au Sénégal, il y a Ndao, peut-être vous le connaissez, un certain Ndao. Il est de... Voilà. Hein? Non, ce n'est pas un jeune. Lui, il est assez âgé déjà. Je devais aller à quelque part. Le président Abdou Diouf, qui était à Paris ici, m'a appelé. Il paraît que tu es à Dakar. J'ai dit oui. Je venais pour prendre un visa pour l'Afrique du Sud et aller visiter des fermes en Afrique du Sud. Il m'a dit, j'ai un ami, il s'appelle Ndao, il est à tel endroit, je l'appelle, dis à ton chauffeur, il va t'envoyer chez lui. Tu vas aller voir un peu. Donc, j'ai dû faire diversion. Le président du Sénat m'attendait déjà là où on allait, c'était à Sini. Vous avez un endroit un peu... Hein? Non, Diouf avait déjà quitté, mais c'est un endroit, c'est côtier, où il fait bon vivre. Hein? Je partais là-bas et j'ai dû bifurquer pour aller voir cette femme. Je vous assure, j'ai été impressionné. J'ai vu de ces races de bovins
qu'on ne peut même pas imaginer. Usine, le kanja, le lait kanja, ça vient de là-bas, en grande partie. Ce monsieur lui-même, il m'avait connu. Il passe inaperçu. Il n'est pas costumé comme moi, il n'est pas cravaté comme moi. Il passe inaperçu. Mais c'est toute une ville qu'il a créée. Ce monsieur-là, cherchez bien, vous allez trouver. Si j'ai son nom entier, je vous le donnerai. Quand j'ai quitté, malgré tout, parce que je suis allé avec beaucoup de retard, j'ai quitté chez lui fortement impressionné. Tout sur place. Des bovins, et il m'a expliqué comment il a fait les croisements, comment tout cela s'est passé. Et quand j'ai quitté là-bas, je devais aller en Israël. Je n'ai pas arrêté mon parcours. Je suis allé en Israël. Par respect pour eux, tout ce qu'on m'a fait visiter comme ferme, franchement, pour moi, j'avais déjà vu plus au Sénégal. Mais combien d'Africains le savent? Combien d'Africains le savent? L'industrie, l'agriculture sans l'industrie ne servira à rien. Et je vais vous parler un peu de l'histoire de cette Afrique, une histoire précoloniale, et vous allez comprendre peut-être pourquoi je le dis. La production, surtout agricole, était collégiale. Dans un village, quand il doit faire son champ, c'est tous les villageois qui venaient l'aider à labourer, à nettoyer, à ensemencer, plus tard à désherber. Quand le moment de la récolte est, tout le monde vient pour récolter. Il ne gardait que le tiers de sa production. Le reste était distribué. Mais il reconstituait. C'est mon champ, il vient. Il gagne là-bas peut-être un quart. C'est son champ, il gagne peut-être un cinquième. En fin de compte, il aura plus de 3 tiers de sa production. C'était le moment où la production, le style de production correspondait au style de redistribution. On produisait et le revenu qui en sort, que ce soit en nature ou en numéraire, était reparti. L'Afrique a vécu longtemps. Parce que les méthodes de production et de distribution étaient parallèles. Ça allait ensemble. Oui, ce que tu dis, peut-être que ça existe, mais ça a disparu dans la plupart des pays. La production collective n'existe pratiquement plus dans les villages que moi j'ai visités. Mais la redistribution, ça existe. Vous, les parents sont en train de calculer quand est-ce que mon enfant va sortir de l'université. Pas seulement les pères et mères, vous savez. C'est la famille élargie, c'est même parfois des inconnus. On parle de toutes sortes de corruption en Afrique. Est-ce qu'on parle de la corruption impulsée par le social? Qui en parle? Le social nous pousse parfois à être corrompu. Parce que dès que vous êtes à un poste, tout le monde débarque. J'ai vécu un cas à la francophonie avec M. DM qui était le directeur de l'agence. J'ai trouvé, quand je parcourais les documents, j'ai trouvé qu'il y avait 2 Béninois qui étaient au même grade depuis 15 ans. J'ai vu le directeur de l'agence, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi les autres progressent et pas eux? Il a reconnu. Il m'a dit, je vais corriger. Il a corrigé. Tu n'as rien dit aux 2 intéressés. Le temps passe. À la 2e semaine, eux, ils demandent à me voir. Ils viennent me voir, les 2. Ils disent, on vient pour vous remercier d'abord pour ce que vous avez fait. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Non, on nous a dit que c'est vous qui avez travaillé pour connaître la promotion.
moi je ne l'ai pas fait pour qu'on vous le dise. Ils me répondent, on vient vous voir parce qu'on souhaite annuler cette promotion. Je leur dis, annuler la promotion? Ils disent oui. Le bruit s'est étendu au village. Ceux qu'on payait par mois, on paye maintenant le double. Ça va nous abîmer. Pour vous dire à quel point l'État a le devoir d'aider la société. Tout État qui veut s'extraire de ça commet la pire faute qu'on doit à une société. L'homme, nous sommes tous chargés parce que, justement, il faut redistribuer. Mais l'acte de production collégiale n'existe plus, mais l'acte de distribution continue. La sécurité sociale dans les pays d'Europe a été créée après la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas très ancien. C'est parce qu'on a vu que ceux qui sont payés doivent cotiser pour aider tous les Français, ou tous les Néerlandais, ou tous ceux-ci, ou tous ceux. C'est une sorte de pacte social. Et aucun État ne peut avancer, aucun pays ne peut avancer sans ça. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des réclamations qui vont dans la même direction. Je n'ai pas de position là-dessus, je ne dis pas ils ont raison, ils ont tort. Mais quelque part, la société est de la responsabilité de l'État qui doit l'organiser, et non de l'individu. Or, cela est écrasant. Les tentatives de mécanisation de l'agriculture sans la formation de base, je vais m'arrêter là parce que je sais que vous êtes pressé de poser des questions. Cette tentative, j'ai vu des pays qui ont déployé beaucoup d'énergie pour prendre des tracteurs. J'ai vu des pays qui ont distribué des tracteurs à presque tous les paysans. Mais au lieu de les encadrer, de les former même avant, pour leur expliquer la mécanisation, en quoi ça existe. Je vous jure, j'ai vu dans ces pays-là, beaucoup de ces pays, où au lieu d'utiliser ces tracteurs, on utilisait les remorques pour mettre les passagers et faire le transport. On l'a vécu. Il y a un ancien préfet où il a été chef de quartier, il connaît ce dont je suis en train de parler. Ça a été transformé. Au lieu d'utiliser ça pour l'agriculture, il l'a utilisé pour le transport. Et tout est parti à l'eau. Alors que on leur a donné à des prix subventionnés. Je termine en disant que René Dumont, en 1962, a écrit un livre d'anthologie. L'Afrique noire est mal partie. On peut trouver là-dedans tout ce qu'on veut. Mais le constat qu'il a fait nous impose la responsabilité de mieux lutter. Même vous. Et d'ailleurs, ce livre que j'ai lu il y a un peu longtemps, quelque part, il parle de vous, des étudiants. Les étudiants dont on connaît le dynamisme, l'espoir dans l'avenir et la fermeté des résolutions, au lieu de s'expliquer franchement avec les hommes politiques et contribuer aussi à l'édification de l'Afrique décolonisée, se révèlent en fin de compte des révolutionnaires en chambre. Toutes leurs actions se traduisent par des verbalismes de jeunes hommes impuissants, mais toujours en colère. Lorsqu'ils franchissent ce stade, c'est pour s'enrôler dans la caste des privilégiés qu'ils grossissent davantage. Vous savez que c'est vrai aussi. Vous savez que ça existe. C'est pas ces mots que je termine avec l'espoir qu'on s'en sortira. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il doit y avoir pas mal de questions. Heureusement que la salle est assez étroite, ce qui fait que
Vous voyez, le micro ne peut pas aller jusqu'à vous. Donc, soit pour ceux qui voudront poser des questions, se déplacer, ou alors si vous avez confiance en votre voix, ne pas hésiter. Je vais juste appeler avant M. Alfred Sawadoro. Tu as confiance en ta voix ou... Oui, j'ai confiance en ma voix. Donc, une question. Merci. J'aimerais d'abord féliciter son Excellence, M. le Premier ministre, pour ce bel exposé. Nous en avons appris beaucoup. Je suis leader de Think Tank qui est basé ici à Paris. Nous avons une réflexion sur les opportunités de développement du Burkina Faso parce que je suis burkinabé. Alors j'ai quelques remarques par rapport à ce qui a été dit. Premièrement, je salue ce thème qui a été retenu, notamment l'agriculture. Parce que nous sommes à une époque où c'est plutôt les thèmes tels que l'intelligence artificielle, le numérique qui sont à la mode. Mais pour moi, revenir à des thèmes aussi fondamentaux tels que l'agriculture, moi c'est véritablement salutaire. Et donc, le point que j'aimerais souligner premièrement, c'est que j'ai un constat au Burkina Faso. Près de 75% du riz que nous consommons au Burkina Faso est importé. 75% du riz consommé au Burkina Faso est importé. Et lorsque je vois ce chiffre, il parle assez, on n'a pas besoin de faire un dessin pour comprendre, mais c'est suffisamment grave. Suffisamment grave que dans un pays, 75% de la production vient de l'extérieur. On pourrait se demander maintenant pourquoi cette situation. Premièrement, c'est le sous-financement, vous en avez parlé. L'agriculture n'est pas assez financée en Afrique de façon générale. Au Burkina, les chiffres font état de 5%, la part du budget qui est alloué à l'agriculture. Donc avec près de 5% du budget qui est alloué à l'agriculture, il est normal qu'on n'ait pas la mécanisation nécessaire et les intrants nécessaires pour produire et donc subvenir aux besoins du pays en matière agricole. Donc premièrement, le sous-financement que vous avez très bien relevé. Et donc nous devons travailler sur ce plan-là parce que pour moi, la part du budget qui est alloué à l'agriculture témoigne aussi de l'intérêt que nous accordons à l'agriculture. Est-ce que nous considérons l'agriculture comme une priorité dans le pays? Moi, c'est la question en fait, c'est la question de fond. Parce que si nous considérons l'agriculture comme une priorité, nous allons investir la sorte qu'il faut et donc nourrir les gens. Mais si c'est juste des miettes qui sont au niveau de l'agriculture, pour moi, quelque part, ça veut dire qu'on n'a pas encore compris, on n'a pas encore identifié l'agriculture comme une priorité dans nos pays. Deuxième point, c'est l'aide alimentaire. Thomas Sankara disait que l'aide alimentaire nous déresponsabilise et nous désorganise. Donc, quand nous allons continuer également, pour parler, comme je disais, avec des clients permanents de la charité internationale, il nous sera difficile de sortir de cette situation-là. Recevoir l'aide doit chacun nous amener à nous déresponsabiliser et à nous désorganiser, ce qui n'est pas en notre faveur. Et le troisième point que j'aimerais souligner, c'est les lobbies. J'ai discuté une fois avec une dame qui est très active dans le domaine de l'agriculture en Afrique. Je lui demandais concrètement, cela est quels sont les grands défis. Et on va parler des lobbies. Un volant interne des lobbies et un volant externe. Le volant interne, c'est quoi? C'est des entrepreneurs, des hommes d'affaires qui sont dans le pays et qui privilégient la production extérieure par rapport à la production nationale. Donc on a une production extérieure qui est plus disponible, moins chère que la production nationale. Donc ces hommes d'affaires-là, ils ont constitué un lobby qui fait que les gens consomment plus ce qui vient de l'extérieur. Le volant exogène, c'est quoi? Ce sont des accords, des partenariats que nous avons avec certains pays de l'extérieur, qui font que leurs produits innovent au marché. Nous avons des pays maintenant qui sont ouverts de façon payante et payante, comme le design intellectuel, et les produits rentrent aussi bien que nous. Ce que nous produisons n'est quasiment pas consommé. Donc si nous voulons donc relever ces défis, moi j'ai principalement trois perspectives. Premièrement, il faudra du courage. Il faudra du courage pour faire face à ces lobbies que je viens de citer. Les lobbies aussi bien sur le plan interne que sur le plan externe. Et deuxièmement, je vais évoquer le panafricanisme. Il faut un panafricanisme véritable pour permettre à ce que nous ayons un pouvoir de négociation plus élevé. Parce que si le Burkina Faso doit aller sur négocier des accords et des partenariats, il est clair qu'on pèse très faible, on pèse moins que plus, donc on ne peut pas obtenir gain de cause. Par contre, si nous négocions sous la houlette de la CEDEAO, par exemple, pour l'Union africaine, je pense qu'on doit plus peser et donc avoir des partenariats qui sont plus équitables et plus symétriques que ce que nous observons actuellement. La dernière piste, pour moi, il faut une vision pour d'abord définir le visage que nous voulons donner à l'agriculture africaine. Quel visage voulons-nous donner à l'agriculture africaine? Et du moment où on aura défini ce que nous attendons de l'agriculture africaine, il s'agira de définir le comment.
Pour moi, c'est-à-dire le mode d'organisation qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs. Je vous remercie. Président de l'ASPA. Bonsoir. C'est Yves. Hamid. Oui. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup pour votre exposé, pour votre présence ici et de prendre le temps, en tout cas, de partager avec nous votre expérience. Je vous en suis ravi et reconnaissant. Vous avez parlé de tendresse avec la jeunesse, vous avez parlé de la responsabilité de l'État, parce qu'on a vu que dans le processus de votre argumentation, on remarque une absence criante de l'État qui a manqué à ses devoirs et qui explique indirectement tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. En tant qu'ancien ministre et un homme d'État et qui était aux affaires, comment nous pourrions en tout cas essayer d'y remédier? Parce que comme vous l'avez mentionné, la responsabilité de la jeunesse est grande et les tâches, en tout cas les charges qui l'attendent sont assez conséquentes et importantes. Et comment elle doit s'y prendre en tout cas et quels sont les obstacles à surmonter pour essayer de contribuer aux prémices d'une gouvernance entre guillemets responsable qui permettrait à une industrialisation du continent tout en sachant qu'il y a des exigences en termes d'écologie et d'autres normes qui émergent et qui viennent limiter le développement de l'Afrique sur ces terrains. Merci. Yves Massey, bonsoir. Écoutez, moi je suis directeur d'un cercle de réflexion pour les valeurs de la paix. Alors c'est vrai que l'agriculture, je découvre ce soir beaucoup de choses et surtout sur l'Afrique. Je remercie M. Kouyaté, beaucoup aimé la franchise. Et puis ce qui me touche beaucoup, surtout avec des associations étudiantes concernées, je pense que l'initiative personnelle, l'engagement personnel est très important. Parce que quelles que soient les situations, il y a des bons présidents, des moins bons, il y a les hommes politiques qui font ce qu'ils peuvent, c'est pas toujours simple aussi dans leur position, j'imagine. Mais globalement parlant, c'est vrai qu'il y a un énorme potentiel en Afrique. Et si on s'engage sur le terrain, comme vous avez souligné certaines initiatives dans des fermes, ou certains autres exemples comme ça, je pense que ce n'est pas en attendant que les choses s'arrangent, je dirais, ou miraculeusement il y ait le gouvernement parfait. Je crois qu'il faut prendre la situation comme elle est, calmement. Je pense quand même, personnellement, même je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique, justement, en général, qui est un tort, en effet, parce que c'est un ensemble de pays très variés, avec des potentiels différents. Mais globalement parlant, en effet, si les jeunes, si les personnes qui s'impliquent localement trouvent des initiatives. Moi, je connaissais un peu le plan de la Tunisie, c'est un petit peu différent, mais sur le problème des dates, par exemple, une dame que je connais très très bien qui a lancé une petite industrie dattière, voyant tout le potentiel de ce fruit, eh bien, en peu de temps, elle a transformé toute une région parce que de nombreuses personnes qui n'avaient pas d'emploi ou autres se sont mis à développer, à apporter leurs dates à sa coopérative. Il y a des gens qui se sont impliqués, des étudiants qui étaient diplômés dans la transformation alimentaire se sont impliqués dans ce projet. Et je vois qu'une personne motivée, en même pas une dizaine d'années, à transformer une région localement. Et c'est un très gros impact. Et je pense que, je ne dirais pas que c'est facile à faire, mais beaucoup de gens peuvent le faire si un peu chacun d'entre nous, dans ses compétences, s'investissent comme cela. Et c'est ce que j'ai ressenti dans votre message, et c'est ce qui m'a touché beaucoup. Voilà. Et en tant que directeur d'un cercle de réflexion sur la paix, je pense que la grosse question de la paix, c'est l'initiative personnelle déjà que chacun doit avoir de changeons, et puis les choses vont changer autour de nous. Quoi. Merci beaucoup. Merci les questions dans la salle. Une personne? Non? Oui. Merci, Monsieur le Premier ministre.
Depuis quelques années, on assiste à une ruée. Présentez-vous. Vous présentez. Vous présentez Oumar Traoré. Oui, mais enchanté. Mais je pense que c'est un peu plus quand même. Je disais donc, depuis quelques années, on assiste à une ruée effrénée d'entreprises étrangères sur les terres agricoles africaines. Ils exploitent de façon intensive. Ce qui a pour conséquence la déforestation et la destruction de l'habitat de la faune. Je vais demander quelles sont les conséquences, pardon, les avantages d'une telle pratique, les conséquences aussi de l'environnement et les carrefours que les sociétés africaines doivent avoir pour pallier à long terme à une telle pratique. D'accord. On va prendre Diva. Je m'appelle Diane Michba. Ma question porte sur la dernière phrase que vous avez citée, tirée d'un livre. Vous dites que la jeunesse devrait renouer un dialogue sincère avec les politiciens. Moi, j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, on a un manque de confiance de tout ce qui est politique africaine. Donc, on essaie de se tenir le plus loin possible de cet univers-là. Et si vous nous conseillez de renouer le dialogue, étant donné que vous avez l'expérience du politique, comment est-ce que vous pensez qu'on devrait procéder pour renouer cette discussion sincère-là? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est par rapport à c'est par rapport à vous. Quels sont vous dites aimer l'Afrique? Comment est-ce que vous comptez procéder dans les prochaines années pour servir ce continent? Pardon, c'est plus bien. Comment est-ce que vous comptez procéder? Quelles sont vos actions futures au profit du continent africain? Si on peut le savoir. Merci. Merci. Une dernière question et après il va pouvoir répondre. Bonsoir à tous, moi c'est Diallo Mandadouba. Je fais partie de ces nombreux étudiants qui sont venus ici en France et qui ont décidé pour un petit temps peut-être de rester. C'est M. Diallo. Oui, Diallo Mandadouba. Je vais juste intervenir en fait sur deux points. Le premier point c'est en Guinée par exemple, on sait que en fait la plupart de nos commerçants ils investissent plus pour importer en fait le riz ou les produits. C'est-à-dire il y a plus d'attraction en fait à importer les produits que d'investir en fait au niveau de l'agriculture. Donc moi je voulais savoir est-ce qu'il ne faudrait pas mettre peut-être un système d'impôt qui découragerait en fait ces commerçants-là, donc afin qu'ils puissent se tourner vers l'investissement aussi de l'agriculture en Guinée. Donc voilà. Donc voilà, donc c'était ma... D'accord. On va dire protéger pour son nom local aussi. Donc on va laisser M. le Premier ministre répondre aux différentes questions. Bien, je vous remercie. Je j'irai rapidement. Vous comprendrez que sinon on va rester le plus longtemps possible. M. Sawadougou a dit qu'il y a 15% de riz importé au Burkina. Et sa cause, enfin, la cause serait ce que moi-même j'ai dit, le sous-financement, n'est-ce pas, de l'agriculture. On ne peut pas dire mieux. Et je vais vous étonner même en vous disant autre chose. De plus, la plupart du riz importé dans nos pays sont des riz qu'on appelle riz animal. Je vous le dis. Notez-le, vérifiez. Parce que le vrai riz n'est pas à la portée du revenu. C'est le riz animal. Moi, je l'ai su incidemment. Incidemment. Des gens m'ont dit qu'ils veulent venir voir le pays pour voir quel type de riz, etc. ils doivent importer. Je leur ai dit, allez au port. Vous visitez, ils vont vous donner tout, ils vont faire. Mais quand ils sont venus, ils disent non, il n'y a pas de riz. Je dis comment il n'y a pas de riz? Et c'est le riz qu'on appelle le riz animal.
C'est pour la consommation du bétail. Le vrai riz coûte plus cher. Ça, c'est la première déception que je vous donne. Et que je me donne, que je me suis donné depuis, parce que je l'ai appris. Mais ce que j'ai dit, c'est ce que vous avez dit. Tant que l'État ne prend pas son rôle au sérieux, de créer les financements. Et souvent, on confond la forme et le fond. Quand tu veux financer quelqu'un, il faut que ce quelqu'un-là sache pourquoi tu le finances, quel doit être son comportement vis-à-vis du financement. Il ne faut jamais penser que ce sont les banquiers qui refusent. Les banquiers peuvent être de bonne foi. Mais si ce que tu prêtes ne revient pas, comment tu vas faire? L'État doit être imaginatif. Je vous assure, chez l'homme, l'imagination est plus importante que l'intelligence. Ceux qui imaginent, c'est ceux qui arrivent à leur fin. Si les États, au lieu de... Dans des cas, il y a eu des banques qui ont distribué de l'argent comme ça. Même à des gens qui n'ont... C'était leur premier emprunt. Mais ça, il faut les encadrer. Ça, quoi, ils mettront dans des choses où il ne faut pas mettre. Donc, on a besoin d'abord de mettre sur pied, dans tous les secteurs, le secteur agricole notamment, une véritable machine d'encadrement pour que la confiance renaisse chez les banquiers. Sans quoi, ils vont augmenter leur taux prudentiel jusqu'à noyer leur bilan. Donc, je ne fais que corroborer ce que vous avez dit. Si l'agriculture est une priorité en Afrique, oui, je dirais que, de par le nombre, l'Afrique compte, je l'ai dit tout de suite, 1,3 milliard d'habitants. Vous savez combien sont notés comme agriculteurs, paysans? C'est 900 millions. 900 millions. J'ai vu des pays se vanter du fait que on est 80% paysans. Et ils se vantent de ça. 80% qui n'arrivent pas à nourrir les 100%. Prenez la moyenne dans les pays qui ont réussi dans l'agriculture. C'est 2%, 3% qui nourrissent et qui exportent. Les Africains, et cela rejoint d'autres de vos questions, on parle de subventions. L'OMC a interdit, on dit commerce libre. Aucun président américain n'osera ne pas subventionner l'agriculture.